Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, l'interview pour tout comprendre des réalités et des enjeux d'un métier. Aujourd'hui, je reçois David qui va nous parler de son métier en tant que Biofoundations Technology Expert au sein de Dassault Systèmes. Et Dassault Systèmes, eh bien, c'est The 3D Experience Company qui offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d'innovations durables. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours et au métier de David, car après des études en Espagne, en passant par les États-Unis, avant d'atterrir à Paris, eh bien, à l'époque, on l'avait traité de fou quand il avait choisi de travailler pour Dassault Systèmes, alors qu'il avait le choix d'intégrer une autre entreprise concurrente en pleine expansion. Ce sont ses professeurs qui l'ont toujours guidé et aujourd'hui, David donne des cours de conception 3D à des jeunes pour les inspirer. On dirait que la boucle est bouclée, mais enfin, ça, il va nous en parler plus en détail. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour, bonjour Louisa. Je vais bien, merci. Et voilà, et très heureux d'être ici. Mais moi aussi, je suis ravie de t'accueillir et qu'on puisse surtout parler de ton parcours et de ton métier. Alors, pour tout de suite entrer dans le vif du sujet, David, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé en Espagne. Oui, tout à fait. Bon, tu as bien décrit, en fait, début en Espagne, j'ai grandi aux Baléares, à Majorque, et j'y étais jusqu'à l'âge de 17 ans. Après, je suis parti aux États-Unis. D'abord, dans une petite école d'ingé au Massachusetts, mais après, j'ai vite changé. Je suis parti dans une école qui me plaisait beaucoup plus au Wisconsin. Et là, j'ai fini un premier diplôme en sciences. Donc là, je n'étais pas sûr de vouloir être ingénieur. Donc, j'avais bifurqué vers les maths. Et je suis revenu à des études d'ingénieur après, dans un master, et un master au MIT, où là, c'est là où j'ai rencontré la personne qui m'a proposé de venir à Dassault Systèmes. Et ça, on va en parler plus en détail parce que tu as intégré Dassault à la sortie de ton master. Donc, tu étais ingénieur recherche dans les années 90. Mais au départ, tu voulais aller à Paris parce que tu es tombé amoureux de la ville un an plus tôt. Exactement, tout à fait. Avant la fin de mon master, un an avant, mes parents m'avaient invité à venir passer une semaine à Paris. Eux, ils sont montés depuis les Baléares, où ils habitent toujours. Et c'était donné rendez-vous à Paris. Et c'est le topic, vraiment le truc, mais le lieu commun, tomber amoureux de Paris, c'est la chose la plus banale du monde. Voilà. Donc, effectivement, je suis tombé complètement sous le charme. Et bon, que j'ai dit, faut que je vienne travailler ici. Et après, comme tu l'as très bien décrit, en effet, j'avais une super proposition aux US, meilleur salaire, boîte qui montait, d'ailleurs qui a failli tuer Dassault Systèmes. Je veux dire, à l'époque, c'était vraiment dur. On a gagné, mais La et moi, mais concurrence. à l'époque, en effet, comme c'était la boîte qui montait, bah, on m'a dit, mais pourquoi tu choisis pas ça? Et non, moi, je voulais venir à Paris, quoi. Et voilà. Donc, Et tu vas nous expliquer juste après comment justement c'est un professeur qui t'a embarqué au sein de Dassault Systèmes. Mais un mot sur Dassault Systèmes, tu m'as dit, quand j'ai intégré, c'était vraiment une ambiance de start-up assez jeune. Euh, et ce qui t'avait frappé, c'était le tutoiement aussi. oui, tout à fait. Dès l'entretien que j'ai fait, justement, mon choix n'était pas uniquement Paris après, parce qu'en plus, j'avais beaucoup aimé le rapport des gens. J'ai trouvé que c'était une ambiance, en effet, pas le truc un peu de tueur des États-Unis, mais Hmm. plutôt quelque chose de convivial. Des gens qui avaient peur de rien, en fait, et on se sentait pas dans une compétition, quoi. C'est au contraire, c'est Ouais. la start-up plutôt agréable. Le tutoiement, effectivement, qui il paraît, on m'a dit, vient de l'industrie aéronautique et qui vient des traditions de convivialité entre les artisans du Tour de France qui fabriquaient les Rafales et les Mirages et les Mhm. ingénieurs qui, en effet, et tout ça a été un peu imposé au départ, il paraît, par Marcel Dassault, qui tenait ça de ses jours de résistants, en fait. Donc, le tutoiement avait un sens d'essayer d'aplatir les hiérarchies. C'était très intéressant. Et ça, Mhm. ça m'a frappé. Comme j'ai grandi en Espagne, je connaissais le tout et usted. Je connaissais quand même ça, parce que si j'avais été américain, je pense que Ouais. ça m'aurait pas changé Pas beaucoup, mais forcément parler. parce que c'est you, donc, mais voilà. Ouais. Et je parlais tout à l'heure, je disais c'était tes professeurs qui t'ont guidé. Pour arriver à ce métier d'ingénieur-là, c'était pendant tes études de master. Tu as un professeur euh, avec qui tu travaillais et qui t'a proposé d'abord, donc ça c'était un premier professeur, une collaboration industrielle sur la CAO 3D. Et la CAO, pour préciser, c'est une conception assistée par ordinateur. Ça, c'était une première collaboration avec un professeur. Oui, tout à fait. C'est le professeur Marc Jacquila au MIT qui m'avait proposé de rejoindre un projet avec l'entreprise Nissan Automobile, Mm. donc qui à l'époque ne faisait pas du tout partie de Renault, c'était tout à fait japonais, et qui, eux, finançaient des projets au MIT. Ils finançaient comme ça des projets avec des élèves pour pouvoir avoir droit après à la propriété intellectuelle et aussi parce que ça fait
aussi la bonne communication autour. Et donc, moi, j'étais tombé dans le cas d'un de ces projets. Et du coup, c'était les débuts de la CAO 3D, effectivement, la conception assistée par ordinateur, et qui avait commencé juste une décennie avant, disons fin des 70, c'était les tout débuts, et moi j'étais en 89, donc ça avait 10 ans d'âge en gros, et il y avait beaucoup de choses à faire encore. Et moi, j'ai travaillé sur la conception de formes 3D libres, dans des Mm. formes bio, disons, mais dans le cadre de châssis de voiture, qui avaient ces formes comme ça, parce que c'était fait par un procédé qui fait des formes très courbes, procédé d'hydroformage. Et c'est là que tu as décidé de te spécialiser dans la 3D? Ouais, tout à fait. En fait, c'était deux choses en même temps. Je connaissais presque pas l'informatique, ou pas du tout, très D'accord. peu. Et donc, du coup, je suis tombé à la fois dans l'informatique et dans la 3D en même temps. Voilà. Mm. Donc, oui. Et donc, c'est là, ça a été un peu le départ de ta carrière parce qu'au MIT, il y a un professeur qui a été invité qui s'appelait André Clément, c'est ce que tu me disais, qui était Mhm. proche des dirigeants de Dassault Systèmes et qui t'a proposé ce projet. Tout à fait, tout à fait. André Clément qui nous a quittés il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ce monsieur était un grand monsieur qui était proche en effet des dirigeants d'Asso Systèmes. Et du coup, il était là en professeur, visiting professor, on dit professeur en Mm. visite pendant un semestre. Et du coup, je l'ai rencontré et je lui ai montré les choses que je faisais et tout. Il disait, ah oui, mais il faut que je te présente les gens d'Asso Systèmes. Voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je disais en introduction, à l'époque, c'est ce que tu m'avais dit au téléphone, on t'avait traité de fou quand tu avais choisi d'intégrer Dassault Systèmes alors que tu pouvais intégrer une autre entreprise concurrente. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Dassault plutôt que l'autre entreprise? Oui, alors, comme je disais, il y avait deux choses. La première, c'était qu'en effet, j'étais amoureux de Paris. Donc, il faut dire que j'avais vraiment envie d'aller à Paris. Et deuxièmement, non, mais c'était très important, c'est que je m'étais renseigné. En fait, il y avait des gens à MIT qui avaient travaillé avec Boeing, et Boeing était un grand partenaire de Dassault Systèmes. Et du coup, j'avais eu des informations à travers ces gens-là, d'une une dame qui était une grande géomètre 3D de Boeing, qui avait travaillé avec les gens de Dassault Systèmes dans les années 80. C'était qu'on en mettait au point le gros contrat entre Boeing et Dassault Systèmes. On travaillait beaucoup ensemble. Et parce que quand moi je suis arrivé à Dassault Systèmes, c'était déjà en place. C'est-à-dire Boeing et Hmm. Dassault Systèmes étaient déjà des grands partenaires. Et donc, ceci avait fait des échos. Et les échos, c'était que les gens de Dassault Systèmes sont des gens vraiment très sympathiques. C'est-à-dire que c'est très agréable de travailler avec eux. Et ça, j'avais eu cet écho déjà. Donc, je me dis, ouais, bon, là où je vais prendre aux États-Unis, c'est peut-être, voilà, c'est la boîte qui monte et tout, mais les échos étaient tout à fait le contraire. C'était des tueurs. Hmm. C'est-à-dire, c'était pas des mauvais gens, mais des gens à la pression à fond, quoi. Je veux Beaucoup dire, de concurrence. Hmm. oui, oui, à la fois dans la boîte, c'est-à-dire pour sortir le prochain produit et tout, c'était Hmm. à fond, et pour essayer, disons, de bouffer le marché, quoi, vraiment C'est ça. très, très dynamique, et qui en fait les a coûté leur suprématie finalement, parce qu'en Hmm. fait, c'est un marché qui n'aime pas non plus une excessive agressivité Hmm. dans les ventes, et il paraît que c'est une des choses qui a fait qu'ils euh, sont pas arrivés Hmm. à À évincer tout le exploser. monde Éventuellement. parce que, et du coup, maintenant, nous sommes plus gros qu'eux, en fait. Hmm. Et c'est parce qu'ils étaient trop agressifs. Mais en tout cas, voilà, on m'a dit que c'était une bonne ambiance et c'était vrai. Et donc, bah, évidemment, ton choix a porté ses fruits. Aujourd'hui, tu es Biofoundations Technology Expert au sein d'Asso Systèmes. Tu peux nous dire en quoi ça consiste, ton métier? Oui, alors, mon métier consiste à explorer tous les approches, les méthodes de calcul de formes 3D, donc qui permettent Mhm. de générer des formes 3D et qui ont un rapport avec la manière dont est construite et grandit la vie sur Terre. Ok. Alors, en rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas forcément les mêmes procédés, mais en tout cas les mêmes avantages. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans les structures de la vie sur Terre, c'est une optimisation absolument incroyable. Par exemple, prenez un colibri. Un colibri n'a pas seulement un squelette absolument hallucinant qui fait, je ne sais pas si c'est moins d'un gramme le squelette, l'oiseau entier fait 4 ou 5 grammes, un truc comme ça, et en tous les morceaux du squelette sont complètement optimisés en poids, donc les os sont creux, ils ont des fins raidisseurs à l'intérieur qu'on appelle une structure trabéculaire, c'est terriblement optimisé. Et même le métabolisme du colibri est optimisé pour consommer le moins d'énergie possible. Notamment, il y a une optimisation très curieuse chez le colibri. Quand ils vont butiner dans une fleur, la fructose
je pense que c'est fructose, oui, dont la fleur est directement métabolisée, alors que chez les Hmm. mammifères, normalement, ou les autres oiseaux, il faut passer d'abord par un autre composé pour arriver à utiliser ça en énergie. Donc, eux, ils ont pris un raccourci parce que pour eux, ça serait catastrophique de devoir stocker des sucres à cause du poids, parce que c'est tellement optimisé. Donc, du coup, ils ont trouvé un moyen métabolique pour directement convertir C'est ça. la sève, le nectar pardon, des fleurs en énergie. C'est quand même Hmm. hallucinant, quoi. Et moi, je ne suis pas tellement du côté chimie, parce que j'aimerais beaucoup faire ça aussi, mais ce n'est pas mon cas. Moi, c'est le côté structure. Donc, moi, ça va être le squelette. Donc, moi, donc, en gros, je vais faire quoi? Je vais essayer de trouver des méthodes de calcul pour des structures qui vont faire des structures aussi légères et performantes que les structures du vivant. Et pour Et ça, on nous parle avons de des 3D bio-inspiré. voilà, exactement. Et là, on parle de 3D bio-inspiré. Et en effet, certaines des choses que je fais avec mes collègues dans mon équipe, ce sont des structures dont la forme rappelle terriblement, en fait, les structures des os des différentes parties de structure d'un être vivant. Et ça, on les trouve grâce à des formules mathématiques. C'est ça, pour optimiser les formes. Tout à fait, exactement. En fait, ce qu'on trouve, c'est que c'est un peu prétentieux de dire ça, mais dans certains cas, on peut faire mieux que la nature. Pourquoi? Pas en le résultat, la nature est sublime, mais dans le procédé. Parce que la nature, elle procède par essai-erreur. C'est-à-dire que vous avez besoin de 4000 milliards d'années, pardon, 4000 millions, 4 milliards, oui, c'est ça, voilà, d'années sous la planète. Oui, je m'en mêle toujours un peu les pinceaux avec les dates géologiques, mais en tout cas, Mm. 4 milliards. euh, pour faire la Terre que nous avons aujourd'hui, sachant que la vie a commencé au bout de juste 1 milliard ou 1,5 milliard. Donc la majorité du temps géologique de la Terre a été passée quand même à développer la vie. C'est Mm. très très long. Et donc, pourquoi? Parce que la nature procède par essai-erreur. Elle procède par jeter des dés à chaque fois et voir ce qui survit et ce qui meurt. C'est l'évolution darwinienne. Voilà. Alors que nous, ce qu'on essaie de faire, ce sont des méthodes qui convergent, c'est-à-dire des méthodes où à partir d'une première matière, disons matière Mm. primaire, qui est un bloc comme ça, on va évoluer une structure avec des fins raidisseurs, une structure extrêmement performante. Mais on va le faire d'une manière orientée, dirigée. Ce n'est pas de laisser erreur. Il faut dire que certains scientifiques ont tenté de faire comme la nature. Et c'est erreur pour trouver une structure avec le Mm. même critère que la nature. On appelle ça les algorithmes génétiques. Et bien, figurez-vous que pour ce que je veux faire, moi et mon équipe, ça marche très mal. Ça marche très mal parce que c'est trop long. En fait, pour faire la moindre optimisation par cette méthode génétique, ça prendrait 100 années Ouais. avec un ordinateur. Et bah, la Terre disposait de tout ce temps. Mais nous, on ne Pa- dispose pas d'autant de temps. Donc, Parce que pour être voilà. très concret, ça permet notamment de réduire le poids des avions et donc sa consommation par défaut. Et donc, il faut chercher les Exactement. structures les plus efficaces par des Exactement. calculs. Tout à fait. En fait, la structure la plus efficace, c'est la structure où chaque molécule d'acier ou de carbone Ouais, est en train de faire du travail. Il ne faut pas du poids mort. Si on prend une structure qui n'a pas été optimisée, vous aurez quelques bouts de la structure où on passe vraiment des c'est ça. efforts et le reste de la structure, bah, elle est là, voilà, c'est du remplissage. Quoi, voilà, et ça, on ne veut pas. Donc, c'est l'idée, en effet, que la structure soit totalement efficace. Et donc Voilà. concrètement, pour aller plus loin, tes missions, elles se résument en plusieurs points, notamment diriger des projets de recherche technologique. Quelles sont les autres missions? Tu m'avais dit quelque chose de très concret, tu m'as dit, il faut passer d'un mode où l'utilisateur doit dessiner à la main à des logiciels qui font tout. Oui, tout à fait. En effet, ici, on a deux facteurs qui sont un peu concordants. D'un côté, ce que j'ai dit de vouloir faire comme la nature et faire des structures optimales, mais ceci a un autre avantage, c'est que l'ordinateur prend la main et il dessine automatiquement. Mm. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très, ça s'appelle la conception générative. C'est-à-dire que, en effet, comme tu viens de le dire, l'utilisateur ne fait pas à la main la forme. Ce qu'il fait, c'est qu'il donne les contraintes. En gros, Mm. imaginez pour une pièce qui va réunir un moteur et l'aile de l'avion, on va dire quelles sont les forces du moteur et quelles Ouais. sont les attaches à l'aile, et le système va automatiquement concevoir la pièce. Et donc, ça s'appelle du design génératif. Tu peux me Voilà. parler aussi du soft robot? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le génératif dont je parlais, mais en dynamique. Donc, en fait, on prend cette même idée de dire que c'est un design génératif où on crée des pièces 3D automatiquement, mais ces pièces sont en mouvement. En fait, c'est une espèce de gélatine, une espèce de gélatine qui a des muscles artificiels dedans. Et ces Mm. muscles artificiels peuvent se distribuer dans la gélatine où ils veulent.
Et en fait, par ce processus de convergence dont je parlais, on va situer les muscles et en fait, on va générer automatiquement une espèce de créature artificielle qui bouge. En fait, c'est une espèce assez simplifiée, genre une patte arrière, une patte avant, et ça avance comme ça. Mais on arrive à générer ça automatiquement, juste à partir de la contrainte qui, dans ce cas, est d'avancer. On dit à cette masse informe, tu dois avancer. Et en fait, on mesure en gros le succès par la distance d'avancement. Plus l'objet, plus le soft robot est à avancer, voilà, plus il est bon. Et alors, on parle là de Dassault Systèmes. On ne peut pas ne pas parler de Katia, logiciel Katia. Est-ce que tu peux me dire à quel point tu l'utilises au quotidien? Oui, alors moi, Katia, je l'utilise pour pas mal de choses. D'abord, on intègre dedans des résultats qu'on a des calculs de forme. On va en fait les intégrer. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un changement de type de modélisation. Quand on calcule ces formes automatiques, ce sont des formes qui utilisent des modélisations dites volumiques, qui sont les mêmes modélisations qu'on utilise dans les scans médicaux, c'est-à-dire quand on reconstruit le cerveau ou des squelettes ou de quelqu'un qui passe dans un scanner, on utilise ces modélisations volumiques. Et en fait, il faut passer de cette modélisation-là à une modélisation dite de CAO, la modélisation standard pour les avions et les voitures. Ce n'est pas la même. Ça serait trop de détails de l'expliquer, mais en tout cas, ce changement de modélisation est très important Ouais. et on le fait et on passe du coup du monde du génératif volumique à un monde de surface précise qui sont les formes mécaniques. Voilà. On va quand même préciser que Katia, les acronymes, c'est la conception assistée tridimensionnelle interactive appliquée. C'est aussi un logiciel de conception assistée par Tout à ordinateur. fait. Au départ, exactement. CATIA, c'est le logiciel phare de Dassault Systèmes qui a vu le jour en 81, donc il y a maintenant 40 ans. Oui, c'est ça. Voilà, exactement, 40 ans. Oui, du coup, on va fêter les 40 ans de Dassault Systèmes. En fait, CATIA a vu le jour un petit peu avant, peut-être 2-3 jours, quelques années avant Dassault Aviation. Et en fait, ce logiciel donc est utilisé partout dans le monde pour créer des avions, des voitures, des téléphones portables, toutes sortes d'appareils de la vie de tous les jours sont entièrement conçus pièce par pièce dans CATIA par des processus soit plus manuels, soit plus génératifs, comme je viens d'écrire, et voilà, et des assemblages entiers de millions de pièces. Et c'est un logiciel que tu avais déjà rencontré quand tu étais à l'université du Wisconsin, c'est ça? C'est ce Ouais, que tu m'avais exact. dit? Ouais. Tout à fait, oui. J'avais rencontré dans un labo au Wisconsin un des tout premiers CATIA, c'était la version 2 de CATIA, en 86 ou 87, voilà, dans un labo. Oui. J'avais trouvé ça assez étonnant, donc c'était assez nouveau à l'époque. Oui. Et alors, j'aimerais souligner autre chose que tu m'avais dit au téléphone que j'avais trouvé vraiment intéressant. Je t'ai demandé qu'est-ce qui était le plus difficile dans ton métier. Tu m'avais dit, bah, faut être créatif tout en restant productif. Est-ce que tu vois d'autres choses qui soient aussi difficiles dans ton métier pour mener à bien tes missions? Hum, alors, être créatif tout en restant positif, oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se perdre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est Productif, difficile tu m'avais dit productif. Mais productif, positif, pardon. ça marche peut-être aussi. Ah oui, 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 productif, exactement. Oui, non, mais c'est ça, en effet, c'est sur ça que j'allais enchaîner de toute manière, c'est qu'en effet, il ne faut pas se disperser. En fait, la difficulté d'être créatif dans les méthodes, créatif dans les approches et tout, c'est de ne pas se disperser. Rester productif, garder un cap, en fait. Et ça, c'est dur, oui, 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 Mais ça veut je dire quoi trouve. être créatif quand on conçoit des projets de recherche technologique? Ah oui, alors être créatif, c'est d'abord, il y a 1000 manières de résoudre un problème mathématique technologique, souvent. Il y a beaucoup, beaucoup d'algorithmes. Donc l'algorithme, vous savez, c'est l'enchaînement de code dans l'ordinateur qui calcule, voilà. Et pour un même problème, il peut y avoir divers algorithmes qui, en les faisant tourner, vont résoudre le problème, plus ou moins bien, avec différentes contraintes. Euh, voilà, et donc, par exemple, certains algorithmes vont tourner sous la carte graphique de l'ordinateur, qui est très puissante, d'autres vont tourner sous la CPU, sous la mémoire centrale, et des fois, on peut choisir, et il faut savoir lequel des deux va faire mieux le travail, ce n'est qu'un exemple, mais il y a toute une créativité technique d'artisanat, parce que c'est quelque part, c'est un peu artisanal, quand même, la programmation. Et ensuite, il y a aussi une créativité d'objectif parce que en fait, on vous donne une direction générale, on vous dit voilà, on recherche, on vous donne un résultat de ce type, mais on ne vous contraint pas tant que ça. Et donc, quelque part, vous êtes aussi capable de dire non, cette voie-là est bouchée,
en fait, je vais choisir Mm. de ne plus avancer dans cette direction. Je veux même changer un peu les objectifs de la recherche, mais pour en tirer un meilleur fruit. Donc, C'est qu'il y a des voilà. difficultés constantes. Et tu m'avais pris notamment l'exemple de Pollock en me disant, bah, c'est comme dans l'art, il y a toujours une recherche. Et c'est en ça que c'est être créatif. Ouais, tout à fait, exactement, oui. En fait, je pense que dans tous ces domaines, il faut douter tout le temps. On peut jamais être sûr de ce qu'on fait, sinon ça sclérose complètement. Ouais. Et voilà. Et donc, comme ce que disait Pollock, c'est I'm looking for a way to make paintings. Pour continuer, David, tu m'as dit que ton plus grand succès, c'était vraiment d'avoir formé un pôle de recherche qui attire les jeunes, mais aussi d'avoir transmis une façon de travailler. Et tu m'as aussi dit une autre chose quand on parlait des échecs et des projets que tu avais menés. Tu me disais, au début de ma carrière, j'étais peu à l'écoute des autres. Et il me semble important que tu puisses nous en parler parce qu'on s'adresse aux jeunes Oui, aussi. Tu m'as dit, tout à fait, avec oui. du Ah recul, oui, oui, finalement, oui, j'ai j'aurais des peut-être grands fait les choses regrets parce différemment. qu'à l'époque, on me demandait des fois de participer dans des réunions Hmm. où je gênais le déroulement Ouais. de la réunion parce que j'intervenais à tort et à travers. C'est-à-dire, Hmm. je n'avais pas le self-control de me dire non, là, il faut écouter. Voilà. Et du coup, je partais en roue libre, disant, bon, c'est un des défauts d'être enthousiaste aussi, mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Et là, je pense que je sais mieux le faire, mais m'arrêter. Mais oui, plus jeune, je regrette beaucoup. Ouais, ça. Parce que pour toi, la science, c'est entièrement Oui, tout à émotionnel. fait. En Et je fait, te cite, parce que c'est toi qui me le tout à disais. fait. Beaucoup de choses le sont. Et en fait, la science en particulier, je remarque que les ingénieurs et les scientifiques en général, des solutions techniques, souvent, il y a un attachement émotionnel aux solutions. Ce qui est assez surprenant. On peut se dire, oui, les ingénieurs, c'est des gens rationnels. Mais non, en fait, c'est pas si rationnel que ça. Il y a énormément d'émotifs, d'émotions attachées au débat, en fait. Et ça, il faut le Mhm. reconnaître. Faut être prêt à reconnaître ça. Oui. Parce que tu travailles dans un domaine qui est à la fois utile, passionnant, mais tu me disais, bah, il y a des stéréotypes hein, qui disaient que vous aviez le beau rôle, que la vie était plutôt belle sans contrainte. Moi, au regard de ça, de ces stéréotypes-là, notamment, on va garder le stéréotype positif qui est que tu travailles dans un domaine utile et passionnant. Où est-ce qu'on peut exercer ton métier? Dans quel type d'entreprise est-ce qu'on peut l'exercer? Alors, je dirais, euh, je pense qu'il y a beaucoup de cas différents. En fait, il y a des startups où en fait ils Mhm. sont en train d'inventer des solutions, peut-être un peu moins dans la taille moyenne, j'aurais envie de dire. C'est peut-être plus Ok. les startups et les très grosses boîtes parce que dans les startups, il y a cette grande liberté et dans une très grande entreprise comme on commence à être Dassault Systèmes, il y a des poches justement comme la recherche, groupe de recherche où il y a cette liberté. Donc entre les deux, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais Et dans les grandes entreprises, tu classes l'automobile, l'aviation, par exemple, oui, les alors travaux ce que je dois publics. dire là-dessous, c'est que je connais assez mal le fonctionnement des boîtes dans l'automobile, les travaux Mhm. publics. Je connais mieux, par exemple, les gros groupes informatiques comme les GAFA et tout ça. Et ce qui est sûr, c'est que dans ces entreprises comme Dassault Systèmes, il y a de la recherche. Et donc, je pense aussi qu'il y a une certaine liberté de recherche dans l'automobile. Et c'est juste que je connais moins bien. Donc, du coup, je ne D'accord. peux pas tellement m'exprimer. Mais je pense que si ce qu'on veut, c'est inventer des choses, on peut toujours trouver le lieu pour le faire. Tu dirais, qu'est-ce qui rend ton domaine unique? Alors, ce qui rend, alors mon domaine, ça dépend un peu comment on le définit, mais si on Mmh. le définit comme l'informatique en général ou la calcul des structures, mais disons que de manière générale, ce qui rend unique, c'est que la puissance de calcul des ordinateurs ne fait que Mmh. grandir et donc du coup, on se dit que les choses qui peuvent être calculées automatiquement par un ordinateur, notamment de ces formes bio-inspirées et tout, c'est c'est très ouvert ce qu'on peut arriver à faire. Et le fait qu'on est en train de créer dans un monde virtuel, donc du coup, ce qu'on dit à Dassault Systèmes, le what if, c'est-à-dire le rêve de ce qu'on peut imaginer, est vraiment énorme. Tout à l'heure, tu me disais: «C'est important», tu me disais: «C'est important d'être à l'écoute, d'être ouvert d'esprit, d'être bienveillant», donc ça, c'est plutôt les compétences humaines, les soft skills. Heu, Côté hard skills, donc les compétences un peu plus techniques, quelles sont les compétences, les hard skills qu'il faut monopoliser pour, faire ton métier ou intégrer ton département, par exemple? Et les hard skills fondamentaux, c'est les mathématiques et l'informatique. Les Mmh. mathématiques, dans mon cas en particulier, c'est très classique. C'est les mathématiques qu'on enseigne en prépa, c'est-à-dire on n'est pas forcément en prépa, mais je donne ça comme exemple parce qu'il y a aussi des formations universitaires qui vont très bien former à cela.
mais c'est vraiment le calcul infinitésimal, c'est les dérivées, les intégrales, c'est extrêmement important, le calcul vectoriel, algèbre linéaire, c'est des grands classiques. Et puis du côté informatique, bah, l'informatique fondamentale de base qui est la programmation, en fait, le développement, le code. Alors, tout le reste, on peut l'apprendre sous la route, je dirais. Même la physique, on peut l'apprendre si on a bien compris les maths. Voilà, Ouais. donc maths et Donc, c'est-à-dire info. qu'il faut se former tout le temps en continu pour être bon et être à jour, en fait, hein. C'est ce que tu dis aussi, il faut être, se former à jour. Et puis, il y a des formations Oui, aussi, j'imagine, il y en a. au sein de votre Alors site. après, je dirais que si on est vraiment passionné par ce qu'on est en train de faire, ça se fait assez naturellement. Parce que si on est en train de faire quelque chose où on se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite aller voir des papiers Ouais, scientifiques qui viennent de sortir dans le domaine. Et quand on va sur les papiers scientifiques, on va dans les citations, on dit, mais ouais, ils sont en train de citer un domaine que je ne connais pas. Donc du coup, on va aller voir. Donc de fil en aiguille, si on va tirer, on tire, si on tire sur la ficelle, on est obligé d'aller apprendre plein de choses tous les jours. C'est uniquement si on a un coup de mou et qu'on fait les choses à moitié, qu'on arrête d'apprendre. Mais sinon, ouais. si on est motivé, je pense que ça se fait automatiquement. Voilà. Mais tu me disais aussi, c'est important d'avoir des passions, ou en tout cas des activités, extra-professionnelles parce que ça vient nous enrichir. Et toi, par exemple, tu seras un club de fabrication, pas tout Oui. seul, mais avec d'autres personnes, tu as, créé une voiture électrique. Avec les copains, donc c'était mon projet au départ, mais comme moi, je n'arrivais pas à m'en sortir tout seul, ils m'ont dû beaucoup m'aider, les copains. Et en effet, ensemble, donc, on a fait une voiture électrique, une petite voiture de sport, qui n'est pas homologuée pour l'instant, mais je l'ai en forme de prototype. Elle a tourné juste en piste fermée, en fait. Et c'est une petite deux places de sport qui fait 350 kilos et qui est assez performante, en fait. David, ce que tu m'avais dit aussi quand je t'avais demandé de nous donner des tips pour les jeunes, tu m'avais parlé du New Yorker. Oui, tout à fait. Bon, moi, je suis abonné. En fait, alors là, c'est un peu atypique parce qu'en effet, le New Yorker, normalement, c'est un magazine de société. Mais Mmh. ce qui est assez amusant, c'est que toutes les semaines, ils ont un article sur la science. Et cet unique article est très bon toutes les semaines. Donc, du coup, c'est soit la fusion nucléaire, soit justement la bio-inspiration, un article fantastique d'un chercheur qui s'appelle sur un chercheur qui s'appelle Michael Levin, qui est en train Mmh. d'explorer comment l'électricité guide la formation des embryons Mmh. des êtres vivants. Et, euh, et donc, justement, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que moi, je me suis mis à lire le New Yorker, non pas du tout pour ça, mais pour d'autres raisons, parce que je trouve leurs articles sur la littérature, l'art et tout très intéressants. Et j'ai découvert qu'en plus, ils ont des articles scientifiques, et là-dedans, j'ai découvert des choses super intéressantes. Ouais. Voilà, donc, moi, je dirais que le message là, c'est lisez de tout. Ne lisez pas que Mmh. des trucs scientifiques. Allez dans des magazines qui font le tour des choses, et vous retomberez sur des choses très intéressantes scientifiques. Et là, tu parlais de la 3D bio-inspirée parmi, les grandes mutations, hein, dans ton secteur, dans ton métier, mais tu m'avais aussi parlé du deep learning. Oui, donc, le deep learning est quelque chose qui devient extrêmement pervasive, on dit en anglais, j'ai oublié le mot Ouais. en français, qui est partout en fait. Et que pourquoi? Parce que le deep learning, c'est vrai, ce qu'on appelle les perceptrons, c'est le mot général. En fait, c'est les réseaux de neurones. Mmh. Et les réseaux de neurones, en effet, sont entraînés pour réaliser une tâche, c'est-à-dire pour, par exemple, classer des objets. On peut demander à un réseau de neurones, est-ce qu'il y a un chat dans cette image? Et si on a Mmh. entraîné bien le réseau de neurones à détecter des chats, il va dire si oui, non, il y a un chat dans une image. Et la même chose pour des visages des personnes suspectes dans des caméras de sécurité, etc., etc. Et en effet, c'est un peu un outil à tout faire. Alors, il faut pas les élever trop en termes d'importance parce que finalement, c'est un outil assez banal. C'est-à-dire que le D'accord. réseau de neurones, les mathématiques derrière n'ont rien d'extraordinaire. C'est en fait, ce sont ce qu'on appelle des fonctions mathématiques, tout simplement. Et les OK. neurones, c'est des unités informatiques très basiques. Et donc, faut pas les élever à quelque chose de magique. Mmh. Voilà. Faut pas le sacraliser. Non, Donc tu du dirais tout. qu'en fait, le deep learning, c'est une façon de mimer les actions du cerveau humain. Là, on parlait du deep learning. Est-ce qu'il y a d'autres défis à venir que tu vois, que tu identifies Oui, je dans ton pense qu'il métier? y a un défi gigantesque, c'est qu'on comprend vraiment pas à la base comment arrive à fonctionner la vie. C'est-à-dire Mmh. que, en effet, le développement d'un embryon, depuis un œuf jusqu'à un adulte, on comprend certaines choses. Il y a la science de l'évo-dévo. L'évo-dévo, c'est comment le développement des êtres a suivi l'évolution.
Et il y a des parallèles entre l'organisation multicellulaire d'il y a 3 milliards d'années et les organismes comme vous et moi aujourd'hui, et le développement que vous avez fait vous depuis une cellule jusqu'à qui vous êtes. Il y a un parallèle entre les deux. Et il y a des choses extrêmement intéressantes sous des morceaux d'ADN qui sont en fait conservés, qui sont responsables de la création de parties de notre corps, de la même manière dans un insecte et chez nous. C'est un truc de Hmm. délire. Et en fait, il y a une Ouais, ouais. mécanique de comment est créé l'être vivant et on a compris très peu de choses encore à ça. Ça, je Donc, il y pense a que c'est encore un beaucoup de énorme défis. défi. Ouais, Hmm. oui, oui. Un défi en partie informatique. Ouais. Et quand tu en parles, tu vulgarises vraiment. Et donc, même pour ceux qui ne sont pas aguerris sur le sujet, on comprend très bien. C'est notamment pour ça que tu es professeur et que tu enseignes la 3D au Oui, tout à collège, fait. là aussi. Ouais. Bah, je participe à un projet qui me tient vraiment à cœur en ce moment. C'est aux apprentis d'Auteuil à Saint-Philippe à Meudon. Ils ont un grand centre et je donne des cours à une quatrième découverte des métiers. Et c'est des cours de conception 3D, un design 3D dans les outils, avec les outils d'Asso System, parce que en fait, c'est les outils d'Asso System parce que c'est dans le contexte d'une compétition nationale qui s'appelle Course en cours, qui est en fait organisée au départ par Dassault Systèmes et Renault, mais qui est en fait un cadre complètement national maintenant, et c'est fait dans plein de collèges, lycées et programmes de BTS. Et il s'agit de concevoir des petites voitures électriques là, qu'on conçoit en 3D. Et donc, on fait cette aventure avec des apprentis d'Auteuil, donc de Meudon. Hmm. Voilà. Et donc, ce sera ma dernière question, David. Est-ce que tu as un conseil pour ceux qui voudraient se lancer, que ce soit pour les collégiens, pour les lycéens ou ceux qui sont déjà en fin de master ou en fin d'études? Quels seraient tes conseils? Bon, alors moi personnellement, je suis un peu biaisé, mais je trouve que cette combinaison de, si ça vous plaît, de maths et d'informatique est très très bien, voilà, parce que ça permet de faire énormément de choses. Et donc pour moi, c'est deux choses vraiment vraiment très importantes. Après, et pour ceux qui ne seraient pas trop, moins dans les maths, faire purement de l'info, c'est très utile aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être super bon en maths pour être très bon en info. Parce que l'info n'est pas des mathématiques, c'est autre chose, Hmm. voilà. Donc, on voit tous les gens qui ont quitté l'école aux États-Unis et qui deviennent des génies en info. Donc, ça, je veux l'encourager aussi beaucoup. Et donc, voilà, je dirais ces sujets-là. Et tu m'avais dit, il faut bien dire qu'au début, il faut se salir les mains, il faut y aller. Oui, tout à fait, oui. Oui, merci d'avoir rappelé ça. C'est en effet, oui, il faut surtout pas, je dirais au début, sauf si c'est vraiment ce qu'on veut, mais aller directement de la gestion de projet. Je trouve que c'est dommage parce que quelqu'un qui avait allé trop vite dans une position de gestion de projet, qui n'a pas connu ce que c'est vraiment pendant plusieurs années le développement, l'R&D, le développement de produits, c'est dommage parce que en fait, quand on se salit les mains, comme tu le dis très bien, on apprend les difficultés, les énormes difficultés de développer de la technologie et du coup, on peut devenir un bon manager, je trouve. Merci beaucoup, David, de nous avoir donné cette masterclass, mais surtout de nous avoir parlé de ton parcours, de ton expertise et de ta passion. Chez vous, n'hésitez pas à aller voir davantage de nos contenus sur YouTube, Instagram, TikTok. Encore un grand merci, David, d'avoir partagé ce moment avec Merci moi. beaucoup, Luisa. Et chez Merci. vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Midi Expert. À bientôt! Merci. À bientôt. Merci.